Allez, bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver. Extrêmement désolé pour le long retard à l'allumage, je me suis couché très très tard hier soir. Mais j'ai fait quelque chose qui vous plaira, puisqu'il y en avait beaucoup d'entre vous qui m'ont posé des questions que je trouvais assez pertinentes hier, qui étaient comment on fait pour utiliser la lecture cyclique de ta stratégie quand on attend tes indicateurs. Parce qu'évidemment, c'est sûr qu'il y a toujours la liste d'attente, ça va commencer à se débloquer bientôt là. Mais pour l'instant, effectivement, vous êtes toujours obligé d'attendre. Et c'est vrai qu'il fallait que je vous donne quand même quelque chose à vous mettre sous la dent pour avoir une lecture cyclique intéressante, propre, sans que j'y passe trois plombes à vous faire quelque chose. Donc en fait, je vous ai fait un sine wave de base, mais alors vraiment de base, de base. Là, évidemment, il n'y a pas les algos qui calculent rien du tout, donc là, vous n'avez pas de TP, rien du tout, vous savez rien, mais par contre, pour gérer les cycles, voilà. J'ai pris quelques algos de sine wave. Donc suffisamment pour qu'il y ait quand même un travail utilisable, pas suffisamment pour que ça soit un sine wave. Voilà. Donc il y a quand même toujours beaucoup mieux à sine wave là-dedans. Donc je vous partagerai ce truc quand j'aurai fini de le tester. Je veux d'abord voir si c'est bien, fiable et je verrai ce que je peux en tirer, ce qu'il y a derrière. Voilà. Donc ce sera pour vous permettre de commencer à apprécier un petit peu sine wave et gérer la lecture des cycles dans votre trading. Donc celui-là, je le mettrai sur TradingView, je pense, d'ici quelques temps, une semaine, le temps que je le teste. Et comme ça vous permettra d'attendre gentiment tout en ayant la possibilité de commencer à appréhender un peu mon approche de marché. Donc voilà, là la lecture elle est toute conne, d'accord, c'est vraiment, je vous ai mis juste les petits triangles, pour vous dire un truc, petit triangle égale un cycle. Voilà. Bon, donc quand vous avez un cycle avec deux triangles bleus, c'est que vous avez pété un cycle. Voilà, c'est qu'il y a un cycle vendeur qui n'a pas été fait. Donc c'est plutôt mauvais signe en général. Quand vous avez des alternances, c'est que c'est plutôt voilà, haussier, baissier, haussier, baissier. Vous pouvez tracer vos canaux. L'objectif, encore une fois, je vous l'ai dit, les cycles, outre le signal technique, ça vous permet surtout d'apprécier la construction de votre approche chartiste, celle sur laquelle vous devez vous concentrer pour l'instant. Je vous le rappelle une nouvelle fois. Si vous vous amusez encore à vous bloquer sur l'héliotisme en pensant qu'il n'y a que ça pour arriver à avoir un cadre technique, vous vous trompez. Voilà. Restez simple, vraiment simple au début. Donc là, le truc que vous allez devoir faire, c'est la même stratégie toujours. Vous prenez le canal qui se trace à partir des derniers cycles. Vous dites, voilà, là on est dans un cycle vendeur, donc on prend le dernier cycle vendeur qui a précédé, on le relie au nouveau et on trace un canal au bottom du dernier cycle acheteur. Là, ça nous fait un espèce de corridor à plat. Donc très probablement, on est sur une correction flat. On est en cours de correction plutôt à plat sur le Bitcoin. Donc encore une fois, impulsion baissière, correction, suivra probablement une impulsion baissière. Donc si vous êtes encore en train d'acheter le Bitcoin, malheureusement, vous n'êtes plutôt pas trop dans le tempo. Là, le mieux qu'on va pouvoir espérer, c'est rester à plat. Et ensuite, il faudra sortir par le haut pour avoir éventuellement une réactivation haussière et rentrer dans des retracements plus profonds de la tendance baissière. Mais là, le risque, c'est surtout qu'on recasse plus de résistance et qu'on se redirige ensuite vers les supports. Voilà. Ça, c'est le risque pour l'instant. Encore une fois, la stratégie, elle ne se développe pas sur un seul time frame. Vous devez regarder ce qui se passe sur votre time frame supérieur. Alors, vu la brutalité des mouvements d'hier, pour être adapté, j'ai simplement réduit un petit peu l'horizon de temps que je surveillais. C'est-à-dire qu'avant, je tradais horaire daily. Je viens de passer 30 minutes, 8 heures, parce que les mouvements deviennent un peu brutaux en ce moment sur le Bitcoin et l'horaire a du mal un peu à suivre parce que, vous voyez, hier, par exemple, en une heure, on a lâché 6%, enfin 5%. Et ça, il a un peu de mal à suivre, sine wave. En une heure, en tout cas, c'est trop rapide pour lui. Donc, je passe sur du 30 minutes où là, effectivement, on arrive à avoir une appréciation un peu plus qualitative. Donc voilà, pour faire cette analyse, je passe donc sur ce time frame. Encore une fois, la stratégie c'est la même, ça ne change rien. C'est juste choisir le time frame sur lequel vous vous placez. Ça ne révolutionne rien. Donc ici, on est donc potentiellement dans un canal baissier. Donc au mieux, on latéralise et on repart à la baisse. Au pire, on latéralise un peu, on remonte chercher le canal et puis on vend. Mais c'est vendeur sur le Bitcoin, point barre. On ne va pas chercher plus loin que ça. Ne vous amusez pas à essayer de l'acheter alors qu'il a baissé. On s'est fait défoncer contre tendance. C'est le jeu, encore une fois. C'était contre tendance. Il y avait un risque. C'est pour ça qu'il y avait un stop. Le stop est chassé. C'est que le marché veut le risque baissier. Voilà. Donc on ne cherche pas plus que ça.
Si quand il y a un risque à la hausse, il se manifeste très peu, et dès qu'il y a le moindre risque à la baisse, boum, on enquille les supports, bah, vous avez bien compris, c'est que c'est un marché qui veut du risque baissier, point barre. Donc Bitcoin, on n'en parle pas outre mesure, c'est baissier, moi ça ne m'intéresse pas, j'ai pas de risque rassurement pour vendre, donc soit on termine cette conso, éventuellement je prendrai un petit trade sur breakout, mais encore une fois je traderai en 30 minutes, c'est-à-dire que je vendrai là pour aller jouer une petite cassure de support. Voilà, je ne peux plus jouer mon scénario daily, c'est trop tard. Voilà, il aurait fallu vendre là en fait, et maintenant c'est pas fait. Voilà. Donc pas de signal vendeur à proprement parler. Ce qu'on voit, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un cycle vendeur, les vendeurs défoncent des supports à l'appel. Donc faites gaffe, voilà, on est probablement là parti encore à l'aube d'une nouvelle vague de baisse qui pourrait nous amener au bas de ce canal. Parce que là, regardez l'orientation du canal, si on s'amuse, boum, là on peut effectivement aller tout défoncer sans trop de problèmes. Ça me paraît un peu violent, mais on peut le faire. Les indices, allez, là aussi, sommet de crétinerie en cours. On va rester en 8 heures là, parce que vu enfin, vous voyez, quand on est ici, là, c'est pas du mouvement de trading, hein, vous pouvez pas trader un truc pareil. Donc là, c'est yo-yo, up tout va, gros flux hier, les indices américains se détendent. C'est le retour de l'euphorie. Est-ce que euphorie a tradé? Moi, je vais vous donner la réponse, je pense pas. D'accord? Moi, quand je vois ça, je vois des cycles haussiers qui se font démonter la gueule, donc j'ai plutôt envie de penser que si on revient ici, c'est bon. Si on retombe aujourd'hui, c'est moche. Hein, voilà. Et attention, on est sur un marché qui fait du zigzag. Il ne faut pas vraiment vous amuser. Hein, voilà. Au mieux, c'est un triangle. Effectivement, on est sur la zone apex. Et dans ce cas-là, on devrait avoir un débordement de l'apex pour venir chercher les zones résistantes. Si ça devait retomber, attention. Voilà. Moi, je pense que ça va. Donc, je ne m'amuse plus à vendre les indices américains. Mais je surveille. Voilà, j'ai les yeux bien ouverts. Si ça retombe, là, je dégomme. Hein. Mais je dégomme grave, parce que là, on ne doit pas retomber une nouvelle fois sur le bas du triangle. Hein. Là, on est venu faire le contact sur le 38%. Ça rebondit ici, on reteste. Ça passe. Voilà. Donc, tout va bien dans le meilleur des mondes. Par contre, faites gaffe. Je dis le Hang Seng, ça part en crack. Ils sont fériés aujourd'hui, le Hang Seng. Si demain matin, le Hang Seng fait moins 5%, le S&P, boum, fera la même chose. Donc, faites attention, c'est le risque. Moi, je vous le dis, encore une fois, il y a des risques. Il faut savoir ce que vous risquez pour ce que vous gagnez. Là, rentrez ici, pour viser ça, il faut un stop là, vous risquez 1 pour gagner 1, sachant que, je vous dis, il y a quand même le risque chinois qui est non négligeable et qui risque de taper pendant la nuit, là, cette nuit. Donc, si les Chinois font moins 5 cette nuit, vous pouvez être sûr que demain matin, le S&P 500, enfin demain après-midi, le S&P 500, il gappe. C'est-à-dire qu'il va gapper sous le support. C'est-à-dire que le futur va s'écrouler dans la nuit et demain, on va rouvrir ici à 15h30 et les Américains vont vendre. Voilà, ça veut dire gap baissier, c'est typique de la vague 3, hein, c'est-à-dire là on vient de consolider à plat. Si le marché est baissier, il peut très bien rouvrir sous le support et enquiller un flux baissier derrière. Hein. Ça n'a aucune, c'est pas du tout interdit. Les Chinois ont fait un gap baissier et ils enquillent à la baisse. S'ils poussent cette nuit, les indices américains feront la même chose. Donc vraiment faites attention. Moi je vous ai prévenu, ce marché-là, il fait tout pour se reprendre, c'est typique de cette phase-là. Par contre, on sort d'une impulsion bien baissière, c'est-à-dire que tant qu'on ne l'annule pas, c'est baissier. Donc faites gaffe. Ça ne s'achète pas, les indices américains. Même si on vous vend toute l'euphorie que vous voulez, pour moi, on a bien pété un cycle acheteur, on l'a bien démonté, on est surtout en train de venir chercher des vendeurs là. Et dès que ça revend, bim. Moi, c'est comme ça que je le vois. Hein. Donc je ne vois pas de raison de ne pas tenir et poursuivre le crack américain. On a toute la structure est valide, les Chinois sont en train de valider leur crack, donc soit les Chinois ont menti, ils sont allés un peu vite et au final tout ira bien et cette nuit ils vont remonter, soit ils enquillent cette nuit et je vous dis, les indices US suivront. Donc il faut vraiment être pragmatique. Maintenant, est-ce qu'on peut vendre ici? Moi je pense qu'on peut, mais il faut un signal. C'est-à-dire que là, sans signal, c'est pas intéressant de vendre, mais si on vend ici, effectivement on place son stop là, je dirais un stop ici même. Donc on va essayer de monétiser la position et on va voir le risque rassurement. Voilà, si on short ici, le stop doit être là-haut. Voilà. Si on short, on est dans un triangle, d'accord? Donc il faut vous dire, normalement, le triangle, on n'aura pas fini de le consolider et on fera encore tac, tac, et c'est ici qu'il faudra éventuellement l'acheter. Si on tient dans un triangle, d'accord? Et rappelez-vous la consolidation, A, B, C, D, E, et là on aura un marché haussier. Ça, c'est ce qu'il faut faire pour que le S&P soit haussier.
Ça, c'est ce qu'il faut faire malheureusement pour avoir un S&P baissier. Voilà, ça fait un risque ratio 2 pour 1. Moi, je pense qu'on peut vendre dans la zone de prix actuelle du S&P 500 sous résistance. S'il échoue sur cette résistance, il se démontera la gueule, mais alors comme il faut. Et alors là, derrière, je pense qu'on peut même aller un peu plus loin que ça. Hein. Voilà. Comme on sera dans une vague 3 de crack, on viendra au moins effectivement rechercher le bas du canal. Et je vous dis, on peut très bien ici s'amuser comme on avait fait sur le Bitcoin. On se fait une petite peur, on se fait un petit V-bottom, on se fait une petite panique sous le canal. Ça serait tout à fait logique, tout à fait normal, absolument pas surprenant. C'est-à-dire, on viendrait chercher 2004, on les briserait en intraday pour aller chercher peut-être les 61% à 2355. Ça me semblerait un scénario tout à fait probable. Et vous voyez que les ratios sont très intéressants. Là, ça nous fait quand même du 2 pour 2,5 quasiment. Et l'objectif serait donc voilà, de jouer une baisse comme ça. Okay, un marché qui fait ça. Ici, panique, on récupère les gains et on laisse remonter en phase espoir et on poursuit dans la phase de crack. Ensuite, ok. Moi, ce serait le scénario. Maintenant, je n'ai pas de signaux qui me permettent de le faire. On est bien d'accord. Parce que là, il faut basculer ici. Et on va regarder la tronche. Vous voyez quoi que si, il y a TP sur le momentum. Bon, ben, voilà. Moi, je suis plutôt pour vendre des actions américaines là aujourd'hui. Avec un bon risque ratio rendement, évidemment, si on pète la résistance, c'est stop. Hein. Voilà. Si ça, c'est pété, on sort. Mais si ça commence à se rediriger vers le sud, moi, honnêtement, allez, je pense que ça peut tirer un peu encore quand même, les indices américains. Je dirais tirer au moins le 23,6. Là, on essaie de monter encore un petit peu. Là. On va essayer de trouver un cadre technique héliotiste là-dedans. Attendez, si on se met en horaire, non, ça me fait... Je vais regarder simplement. Hein. Voilà. Donc, on cherche un cadre technique. Ici, on ne peut pas. On a cassé un cycle vendeur. D'accord. Donc, ça veut dire breakout haussier. Là, vous n'avez pas les algos de sine wave. Donc, vous ne savez rien du tout, en fait. Vous savez juste que là, on tente un break haussier. Donc, normalement, ça demande une dernière petite poussée haussière. Et effectivement, derrière, terminé. Donc, c'est le prochain cycle vendeur qui sera intéressant pour vous, ici. Donc, on cherchera une vente. Bon, on va faire comme ça. Donc on cherchera une vente un petit peu plus haut sur le prochain cycle vendeur sous résistance. Donc on attend qu'il y ait le cycle acheteur et c'est le prochain triangle rouge donc qui sera à prendre ici pour l'instant. Donc on attend. Voilà. On reste en patience, on a essayé d'avoir des meilleurs prix. Là on a juste eu les prises de profit de la première phase tendancielle. On pousse la connerie un peu plus haut aujourd'hui et terminé. Si on ne parvient pas à franchir cette résistance-là, et qu'on a le signal vendeur, il faut y aller. Par contre, si ça franchit la résistance, on ne vend plus. Hein. Voilà. Si cette résistance-là est franchie, il n'y a plus de signal de vente. Je vous rappelle qu'on doit vendre en échec du franchissement de la résistance. Dans ce cas-là, on aura eu une consolidation en flat et on repartira baissier. OK ? Donc vraiment prudence, pour moi, c'est ce qui semblerait avoir le plus de chances de se profiler ici. C'est-à-dire essayer de retrouver un petit... Attends. On est dans des cycles vendeurs, donc on fait un canal vendeur. Voilà. Voilà. Ok, donc là on est dans ce cadre-là. Hop. On va mettre en place des extensions. Putain, mais ils ont du mal ou quoi, très aujourd'hui ? Voilà, donc là, on a voilà, un petit 161,8 qui a été testé. Donc, je dirais, on le reteste, et évidemment, ça peut être fendu. Je dirais un petit retest légèrement plus haut, donc voilà, 2667 aujourd'hui. Ça me semble être un prix intéressant pour essayer de se positionner vendeur. Voilà. Ok, pardon. Donc essayez de jouer un truc comme ça, ou alors attendre 200% d'extension, et dans ce cas-là, on vendrait beaucoup plus haut, mais là, vous voyez qu'on est au-dessus de la résistance, donc voilà. Moi, je dis juste une petite vente ici cet après-midi, si ça passe. Hop, pardon. Hop, d'ailleurs, je m'aperçois d'un petit détail intéressant, regardez là, hop, vous voyez ça, c'est sine wave qui vient de passer bear, c'est-à-dire que là, on retourne dans un cycle baissier. Bon, honnêtement, j'appelle ça une consolidation en running flat. Hein. Alors, on est allé un peu plus loin que la target,
Mais ici, on a bien, hop, hop, hop. Normalement, on doit avoir un petit 4-5 et c'est terminé. Hein. Voilà. Donc, il nous faudrait quand même normalement une dernière petite poussée haussière pour régler son compte à ce truc-là, puisque si on est bien dans une structure consolidante en flat, il nous faut 5 vagues de hausse. Donc il faut bien attendre là normalement un petit repli, une petite poussée et on y va derrière tranquille. Mais si ici on se met à redonner un signal de vente, il faudra chercher des ventes. Voilà, c'est tout simple. Hein, on suit bête et méchamment. Le but c'est pas d'avoir tort ou raison. Le but c'est simplement, encore une fois, de gérer son risque de façon intelligente et après ça marche ou ça marche pas. C'est pas votre problème. Voilà. La résultante est simple en fait. Voilà, les choses doivent rester simples. Vous tradez des cycles, vous regardez comment ils sont. Les cycles sont toujours plutôt vendeurs à cause de ce break baissier ici. Maintenant, attention, regardez ce qui s'était passé à l'époque. On avait breaké à la hausse, ça ne nous avait pas non plus installé une tendance haussière. Mais voilà, là ce que ça nous dit par contre, c'est que normalement, si on repasse à la baisse, on devrait retester une nouvelle fois la partie basse du triangle avec les risques que ça sous-entend. Puisque si vous avez compris ce que je vous ai dit, si on repart à la baisse ici, c'est plutôt mauvais signe. Et il faudra carrément un sacré pouvoir acheteur ici pour arriver à tenir les prix. Maintenant, c'est à vous de voir. Voilà. Moi, je pense que c'est trop dangereux d'acheter les actions américaines. Je parle du package, c'est-à-dire d'acheter le S&P 500. Ça me semble beaucoup trop dangereux. D'acheter des actions américaines à l'unité, pourquoi pas ? Prenez Tesla par exemple hier, boum, ils sont contents ceux qui ont acheté Tesla à l'ouverture hier. Ils ont pris 7% sur une journée, ils ont probablement déjà pris leur profit et Tesla je vais le vendre aujourd'hui. Donc voilà, il faut faire attention, je pense que c'est du stock picking à quoi on a affaire. Et ce sera le leitmotiv de l'année 2018. Ce sera un stock picking dans le meilleur des cas, c'est-à-dire pour que les indices tiennent autour des prix actuels, ce sera du stock picking. Entre guillemets, on aura vraiment un triangle tout jusqu'à la fin de l'année, là, et, enfin jusqu'à la moitié de l'année, et normalement une sortie haussière. Voilà. Pour finir l'année en beauté, entre guillemets, et préparer une belle année suivante. Maintenant, attention, le problème, c'est que là, je vous l'ai dit, il y a des problèmes maintenant. On les a oubliés pendant des années. Maintenant qu'on est price, je ne sais pas si 38% de correction, ça suffit. Hein. Pour moi, on devrait aller quand même plus profond que ça si on veut vraiment retrouver les fondamentaux économiques. Donc attention, hein, moi je vous ai parlé de ce cracounet des indices américains qui les ferait perdre 25 à 30% par rapport au sommet. C'est là que pour moi se trouvent les valorisations en lien avec l'économie et l'avancement du cycle actuel. Maintenant, soyez conscients qu'en fin de cycle, les indices ont une fâcheuse tendance à partir en bulle spéculative. C'est-à-dire que là, si on s'amuse à former un triangle et qu'on en sort par le haut, il faudra vous attendre à une expansion des multiples débiles sur les actifs américains. Mais ça se fera au prix du dollar. Hein. C'est-à-dire que dans ce cas-là, on ne peut pas avoir un dollar haussier et des actifs qui montent en parabolique. Hein. Il y aura forcément un menteur dans les deux. Et voilà. Donc, c'est pas possible, ça, si le dollar est haussier. Donc, il faut soit un dollar qui s'écroule, et dans ce cas-là, effectivement, ça pourra catalyser une bulle spéculative complètement débile sur les actifs américains avant de faire imploser le dollar. Possible. Moi, encore une fois, comme je vous dis, j'ai des scénarios, je ne sais pas lequel va choisir le marché. Je pense que le plus sain, c'est un dollar qui consolide, des actions américaines qui crachounent, entre guillemets, qui perdent 25 à 30%, et derrière, on voit où on va, mais je suis prêt éventuellement à racheter des actions américaines, une fois que le dollar aura retrouvé une valeur un petit peu plus normale, qu'on aura arrêté les conneries de manipulation sur la devise, et surtout qu'on aura retrouvé des prix et des valorisations un peu plus en lien avec l'état d'avancement du cycle, puisque là on a quand même payé une taxe réforme de Donald Trump qui, à part créer un monstro plan de dette américaine, ne sert strictement à rien. Hein. Voilà. C'est simplement ça. Voilà. On va voir comment le marché va percevoir ce truc-là, et je vous en ai parlé hier soir dans le Discord. Moi je pense que tout s'agglomère autour du triptyque dollar, taux US et indice. Enfin, et actionnariat en général. Les actions, parce que c'est là qu'il y a une bulle. C'est clair, hein, il y a une bulle sur les actions, mais attention, la bulle, ça peut se poursuivre et partir complètement en parabole. Hein. Donc, il y a une bulle sur les actions, c'est indéniable. Surtout sur les grosses capitalisations. On a commencé à les dégommer, les grosses capis, mais attention, hein, une bulle spéculative, c'est un crack derrière, pas une correction. Donc, ce qu'on a commencé sur Tesla et compagnie, ça pourrait tout à fait arriver à Nvidia, Boeing, tous ces trucs-là. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Maintenant, la question, c'est de savoir si cette contagion va se mettre en place, si Tesla est précurseur,
Ou si Tesla, c'est juste un élément exogène, extérieur, parce que Tesla est quand même pas génial et surtout extrêmement pricé par rapport à ce qu'ils produisent. Voilà, est-ce que Tesla est un événement isolé? Si c'est un événement isolé, on aura un S&P 500 probablement haussier et ça ne peut se faire qu'au prix du dollar. Voilà, parce que dans ce cas-là, je pense dollar qui s'effondre, bulle spéculative encore plus poussée sur les actifs américains, et derrière on pète tout. Mais voilà, c'est un scénario, c'est le scénario de la fuite en avant. Il faut que vous compreniez que généralement les marchés font ça en fin de cycle. Ils ont une tendance on sait que ça va péter, on sait que c'est dégueulasse et stupide ce qu'on est en train de faire, mais on le fait. Voilà. Donc il faut faire attention à ça. C'est pour ça que vendre maintenant les actifs américains en se disant wow, c'est complètement suracheté, ça va s'écrouler, c'est pas le bon choix stratégique non plus. On ne vend que si on a des signaux et surtout si les scénarios se valident. Si on ne pète pas le bas de ce triangle, le S&P 500 il peut très bien vous accumuler là-dedans et derrière il va vous démonter les stops. Hein. Voilà. Donc moi j'ai un scénario baissier. J'ai pas dit que le marché était baissier. Le marché il sera baissier s'il sort par ce triangle. J'ai tous les éléments qui plaident en cette faveur. Maintenant, attention, hein, tant que j'ai pas de baisse, j'ai pas de vraie rentrée dans ma phase de crack. Voilà. Donc S&P, moi je surveille, éventuellement des ventes, plus que sur le Dow Jones. Hein, le Dow Jones, voilà, je m'attaquerai moins au Dow sur les ventes. Maintenant, s'il y en a un des deux, s'il y a vraiment crack, le Dow Jones, lui, il va prendre mais ultra méga cher. Hein, voilà. C'est-à-dire que le Dow Jones, là, s'il devait échouer ici, c'est le bordel, qu'est-ce que j'ai foutu là? Attendez, on va tout nettoyer là parce que... Voilà, on nettoie un peu parce que c'est un peu le foutoir là. Ok, donc là on se dit un truc, c'est pareil, si ce machin là doit repartir au sud, c'est moche, parce que là ça veut dire cassure du support, et derrière on part en mode panique, hein, c'est vraiment... ok, donc là, et en plus regardez le truc, ah voilà, là par contre c'est beau, et là c'est propre, hein. Hop, 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 ça veut dire qu'on a fait une 3 non étendue, si on est dans un décompte baissier, d'accord, ça fait 1, 2, 3, 4, overlap de la 1. Si le Dow Jones échoue ici, il se prend une 5 étendue. Hein. Voilà. Donc le Dow Jones, c'est clair, c'est ça. Si ça échoue, c'est ça le problème. Ok, et ça voudra dire canal de baisse de 4, cassé par le bas. C'est-à-dire qu'on ira plus bas que ça. Hein. Voilà. On ira plus bas que ce truc-là. Et généralement, en plus, je vous dis, on va chercher 1,618 de correctif. Ça nous fait théoriquement Dow Jones 21 000 points. Ah, ça va faire mal, hein, Dow Jones à 21 000 points si ça devait tomber comme ça. Moi, ça ne me surprendrait pas. Ça ne me surprendrait clairement pas. Donc voilà, je vous dis, il y a quand même un scénario vendeur qui n'est pas inintéressant. Maintenant, il faut attendre que les signaux arrivent. Là, on est dans un cycle vendeur. Vous voyez, hop. Donc on est sous des résistances, dans un cycle vendeur. On cherche des ventes sur le Dow Jones. Maintenant, on ne peut pas vendre n'importe comment. Là, encore une fois, on va essayer, par exemple, de tracer des extensions Fibo. Voilà. Et on voit que le Dow Jones pourrait aller légèrement plus haut, très légèrement plus haut, pour aller chercher par exemple 24 540. Par contre, s'il commence à sortir de ça par le bas, là ça peut être intéressant de jouer un truc comme ça. Aujourd'hui ça comprime. Hier on a eu un gros flux, et comme sur le S&P 500, hier on a cassé un cycle. Donc on a cassé un cycle vendeur. Ici on est en train d'essayer de stabiliser le truc. Donc théoriquement, moi c'est le prochain cycle vendeur qui m'intéresse. Pas celui-là. Regardez l'état du momentum. Vous ne pouvez pas vendre un truc pareil. Donc on attend, moi je pense une petite poussée. Le Dow Jones, il essaie de faire le malin. On va voir s'il peut tirer par exemple ici, 25 004. Moi, il me semble qu'ici, ça peut être intéressant, sous condition de signal vendeur, d'essayer de jouer un repli baissier du Dow Jones. Voilà. Et là, si le Dow il se casse la gueule, je vous dis c'est moche, hein, même chose. On aura donc canal à construire et ainsi de suite. Voilà, c'est vraiment, pour moi c'est ça, hein, la structure qui peut inquiéter le marché, pour moi, c'est celle-là. Voilà. C'est le risque sous-jacent qui fait que si le Dow commence à faire des choses un petit peu plus moches, il ne faudra pas hésiter à le cartoucher, quoi. Voilà. J'essaie de regarder ça. Est-ce qu'on est au-dessus de l'oblique? Oui, voilà. On la teste, hein. On essaie de passer au-dessus. Voilà. Donc pour l'instant, on a un marché qui se cherche, mais attention, cycle vendeur, sous des résistances. Si les résistances ne cèdent pas, c'est les vendeurs qui vont reprendre la main sur le Dow Jones. On est bien sur la zone d'activation, on est en overlap de la vague 1, on a bien eu une vague 3 non étendue qui a respecté le canal de la 1.
soit c'est une consolidation. Dans ce cas-là, on va reconsolider à la hausse, mais ce ne sera pas non plus haussier, d'accord? C'est-à-dire que ce sera probablement, comme on l'a vu sur le S&P 500, un triangle qui se mettra en place. Mais là, dans ce cas-là, ce sera un triangle rectangle sur le Dow Jones. C'est-à-dire qu'ici, on aura une base et un triangle baissier comme ça. Voilà. Ok? En cas de conso, c'est ça qu'on aura sur le Dow Jones. C'est probablement d'ailleurs cet oblique qu'on va essayer d'aller chercher. Hein? Voilà. On va voir, hein, bon, ce canal il est encore purement théorique. Voilà. Le truc c'est ça. Ah pardon, qu'est-ce que je viens de faire? Voilà. Non. Hop, les deux derniers, cycle acheteur, cycle vendeur. Voilà, donc on vient chercher pour moi cette zone-là, c'est ici qu'on va essayer de trouver des ventes sur le Dow Jones. Si ces ventes-là retombent, ou si on retombe avant, hein, si j'ai un signal vendeur avant cette zone-là, j'y vais, c'est clair. Le Dow, je n'hésiterai pas à le shorter. Maintenant, encore une fois, c'est là où il y a la bulle. C'est-à-dire que le Dow, il catalyse bien la bulle. Hein. Là, si vous passez en weekly, si vous me dites que ça, c'est pas une bulle, vous et moi, on n'est pas d'accord. Voilà. Donc, il y a deux solutions. Soit ça, c'est la phase de volatilité avant une dernière poussée exponentielle, et derrière, mais on cassera tout. Hein, voilà. C'est-à-dire que si on fait ça, derrière, c'est bim sur le Dow Jones. Et il fera 30 000, 18 000 direct. Voilà. Puisque le support mensuel se trouve là, hein, donc il faudra venir le péter ici. Hein. Voilà. C'est-à-dire que peu importe où il ira, le Dow Jones, il perdra probablement 40 ou 50% d'un coup derrière, en crack. Hein. Et rappelez-vous, le crack, c'est comme le Bitcoin, hein, ça tombe tout droit d'un coup, parce qu'on ne sait plus trouver de valeur aux actifs, et on cherche un support. Voilà. Donc attention, hein, je l'ai dit, si ça monte, ça se fait au prix du dollar. Et si le dollar s'écroule, ben, vous avez compris le principe, il faudra retrouver une valeur aux choses derrière. Bref, parenthèse refermée, on va s'intéresser à d'autres choses, parce que c'est déjà 20 minutes que je blablate. Le VIX. Y a-t-il un trade de volatilité à faire, oui ou non? C'est la grande question. Voilà, moi je vous présente des arguments techniques, vous me dites ce que vous en pensez. On va le faire en 8 heures, voilà. Donc ça, on s'en fout. Voilà. Alors évidemment, on peut pas toujours faire d'analyse, on peut pas vraiment faire d'analyse technique sur le VIX. Ok, mais théoriquement, voilà ce que j'ai moi. Hein. Bon, purement, merde. Pardon. De façon purement pragmatique, on est toujours dans un cycle acheteur, on n'a pas réussi à péter le support précédent, on est en train de le travailler et on est sur le support du canal. Le support là était bullish, donc là théoriquement on est en train de tester un support sur le VIX. S'il cède, effectivement détente du risque. Par contre, si ce support fait son job, ça veut dire retour du risque, cassure de la résistance, puisque là il n'y a pas de résistance, donc c'est juste un petit cycle vendeur. Maintenant, hop, derrière ce qui nous attend, avec probablement sortie haussière. Dans ce cas-là, ça aurait été une vague 1, on aura fini une conso de vague 2, et là on aura effectivement une 3 qui nous dirigera vers des trucs assez dangereux en termes de volat. Donc encore une fois, je pense qu'il y a un coup qui a joué ici, sur le VIX. À vous de voir si vous voulez le prendre ou pas. Moi, honnêtement, je pense que je vais me le tenter. Ça me paraît intéressant. Ça me paraît à faible risque. Parce qu'encore une fois, bon là, l'invalidation, elle n'est pas loin. Hein. C'est-à-dire que là, ici, on met un stop. Un stop. Alors, attendez, hop, voilà. Je vais essayer de trouver, voilà. Le support suivant se trouve là, à 17. Ça veut dire rentrer à 20. Moi, je prendrai un levier 0,1. Donc voilà, ça fait risquer... Ça fait un stop à 15. Voilà, si le VIX arrive à 15, ok. Voilà, le VIX à 15, pas de souci. Moi, je pense qu'il faut invalider. Ça veut dire qu'il n'y a plus vraiment de retour de volatilité et qu'au contraire, le marché est plutôt en train de se projeter vers une détente. Donc, un triangle en se disant, on temporise, mais le marché reste haussier. Par contre, si on déclenche le risque baissier, combien vaudra la couverture d'un marché qui a été vraiment suracheté et d'un risque de pétage de bulle? Moi, je ne sais pas, mais voilà, il y a quand même un risque non négligeable sur le Dow Jones. Maintenant, il n'est pas encore matérialisé. On est sur le point potentiel d'activation du risque sur le support. Si le support cède, c'est parti. C'est derrière, tout le monde passera baissier et tous les imbéciles qui suivaient les tendances à la hausse
Pardon, je retire le mot imbécile, tous les gens qui suivaient les tendances à la hausse se mettront à faire la même chose dans l'autre sens. C'est-à-dire que d'un coup, tout le monde va se mettre à vendre à découvert, dans un marché sans acheteurs, je ne vous raconte pas le merdier. Donc voilà, faites attention à ça, c'est un peu le risque. On est en fin de tendance, et les gens suivent sans chercher à comprendre. Plus personne n'interprète quoi que ce soit. Donc je vous dis, il n'y a que deux solutions à ça. Soit ça devient rapidement baissier et on bascule en bear market, et tout le monde suit le bear market, ou alors on part dans une phase exponentielle où justement ce sera auto-alimenté, puisque comme tout le monde va se suivre et qu'il n'y aura plus de risque, plus de pricing du risque, bah, on partira dans des phases encore plus exponentielles que celles qu'on a déjà vécues en fin d'année. Hein. Voilà. On peut très bien avoir eu des prémices en fin d'année. Moi je pense pas, hein. Je pense honnêtement qu'on est parti pour cracher, mais je peux me tromper. Voilà. Donc le VIX, on a le signal d'achat ici, le momentum ne confirme pas encore, donc on ira un petit peu plus bas. D'accord, parce que c'est cette bougie-là qui a été signalée sur le momentum. Là, on est sous la bougie, on a bien fait des clôtures. Voilà, donc je pense qu'on peut aller un petit poil plus bas quand même sur la volate. On va essayer de trouver un cadre. Moi, le cadre que je vois, effectivement, c'est par rapport aux deux derniers signaux vendeurs et au niveau du support. Voilà, je pense qu'on est légèrement sorti, mais que, voilà, hop, on grind encore un petit peu. On vient par exemple chercher la Bollinger basse ici, voilà, légèrement plus bas. Pof, ici, on trouve un signal de momentum. Et on y va cordialement. Et derrière, je pense que ça peut être intéressant. Mais là, on est dans un canal baissier. Essayer d'acheter le contact baissier, ce n'est pas forcément le plus intelligent. Voilà. On peut avoir un petit grinding là, juste pour emmerder le monde. Et derrière, c'est la réactivation haussière qui nous intéresse. Voilà. On va tracer ces deux canaux-là. On va mettre celui-là et celui-là. Voilà. C'est effectivement là, moi je pense qu'on a un point de contact très intéressant à venir jouer. Ici, probablement... Pour déclencher le momentum, vous voyez la tranche du momentum, il a envie de diverger le momentum. Divergence, ça veut dire fausse cassure. Je vois ce support-là ici, très facile à voir, très identifiable. Hop. Voilà, ici il y a un soutien. Donc moi je vous dis 19, 10, donc glissez légèrement là-dessous pour emmerder le monde. Allez, tout renversement haussier inférieur ou égal à 19, 10 sur la volatilité me semble être un bon prix à jouer. Maintenant, il faut ici que ça fasse piège et qu'on remonte. Voilà. C'est ça que j'aimerais voir en fait. Un contact, des Bollinger basses et ensuite derrière un marché qui se rachète très rapidement. Et là, et derrière, ce sera le cataclysme. C'est autant vous dire. Derrière, on vient là, on vient chercher le haut du canal et on sort. Hein. Parce que là, on aura terminé une grosse conso à plat. Ça, ce ne sera pas résistant. Voilà. Ici, ce sera une zone pour gérer le risque, c'est-à-dire remettre son stop à break-even. Et derrière, on laisse filer. Alors là, les targets, par contre... Ouais, je vois effectivement un minimum ici, en target 1 à 29,4. Donc si on prend ce trade à l'achat sur le VIX, encore il est potentiel, hein, je dis, je cherche des objectifs. Enfin, je cherche des contextes à payer. Pour l'instant, ces contextes, ils sont purement théoriques. On verra si ça se matérialise. Alors là, honnêtement, si ça part en crack... Théoriquement, on doit aller légèrement plus haut que ça sur la vol, je dirais un 56. On va aller chercher sur de l'historique lointain, là. On va vraiment faire de l'analyse long terme. Voilà. Là, on a le retour de vol. Théoriquement, on devrait se placer, je pense, sur un truc comme ça. Ouais, effectivement. Ça, on l'a déjà testé. Donc, c'est casser ça, aller juste au-dessus. Donc, ce serait 59. Je pense, ici, là. Ouais, hop. Poc. Donc je dirais un 58,9 sur la volate en target numéro 2. Voilà. Pourrait être un scénario intéressant. Alors là, évidemment, le ratio risque-rendement est intéressant. On parle de volatilité. Donc c'est-à-dire que je risque effectivement 2,5 de capital. Si l'entrée se fait, je prends 20% là. Enfin, pas 20% parce qu'il y aura un TP1. Mais voilà, on va dire... Ici, donc ça fait, je prends 15%. Je risque 2,5 pour un 15% si ça se manifeste. Évidemment, le taux de réussite du trade, la probabilité de réussite du trade est assez faible, d'accord ? Parce qu'on est bien dans un marché qui fait tout pour sauver les meubles. La question, c'est de savoir s'il va y arriver. Voilà. C'est simplement ça qui m'intéresse. Est-ce que ça, c'est un événement de volatilité isolé et terminé ? Et dans ce cas-là, est-ce qu'on va avoir une phase de tassement complet de la volatilité ? Tout à fait probable. Ou alors est-ce qu'on est déjà dans un engrenage qui va nous péter, quoi. C'est-à-dire un peu comme on était là, quoi.
On vient ici, on essaie de trouver un support, ça ne marche pas, boum, on retrouve de la vol, et puis ça finit jamais. Voilà. C'est tout à fait possible. Moi, je pense qu'on est dans ce genre de cycle-là. Hein. Voilà. C'est-à-dire qu'on est déjà reparti, pour moi, dans un cycle de volatilité haussier, où malheureusement, les ventes de volatilité, un peu comme on en a eu là, hein, voilà, c'est un peu le même schéma, regardez, si vous voulez. Connerie de baissière de volatilité, ça vend, le marché est complètement tranquille. Ok, et là, boum, on commence à avoir des événements exogènes, ça commence à merder. Je pense qu'on en est à ce stade-là. Et regardez, à cette époque-là, la vol, elle n'a jamais réussi à repasser sous les 16. Donc voilà, le risque, c'est ça. Moi, je pense que si le trade est validé, la target 1, elle est facilement atteignable. La target 2, peut-être, mais il faut vraiment déclencher un crack. Et on verra. Voilà. Mais je pense que la vol est quand même un actif intéressant. C'est un peu cher payé quand même, 19 pour de la vol. Effectivement, acheter sur la zone des 15 était beaucoup plus intéressante. Mais voilà quoi, hein, c'est comme ça. C'est comme ça. Moi je pense que je les ai pris ces portions de prix. Hein, voilà. J'ai déjà pris l'achat de la zone 15. Maintenant, je pense que là il y a un nouvel achat à essayer de tenter par là. On va revenir en 8 heures. Voilà. Il y a tout, hein. C'est surtout qu'il y a le canal, il y a la belle consolidation. Si ça doit relancer, je vois franchement peu de raisons de s'arrêter avant ces zones de prix, avant les 30 sur la vol, quoi. Et après, soit on tasse à 30, et c'est fini, soit on s'envole, et là, c'est la catastrophe. Enfin, c'est la catastrophe. C'est la panique à bord, quoi. Voilà, c'est juste que tout le monde va chercher à se couvrir, donc la couverture va coûter très cher. Voilà, allez, on passe à autre chose. Les 10 ans, ça m'intéresse beaucoup, beaucoup plus. Ok, tiens, je vais aller voir la tronche de ce que j'ai. Super, donc moi, renfort exécuté ce matin. Sur les taux, c'est le marché clairement sur lequel j'ai le plus de conviction en ce moment. Donc belle réaction baissière ici, dans le coin, là, on a tenté et on a constitué un beau support. Donc là, on a bien un signal acheteur, assez net, assez propre. Les acheteurs tiennent ce marché. On a un cycle vendeur, donc il faut quand même penser à encaisser bientôt. Mais il n'y a pas de frein à cette tendance-là. On est juste bien haussier. Là, on vient chercher probablement une sous 4. C'est-à-dire, vous voyez, on fait hop, hop, on vient chercher une 4 et on pousse une 5 derrière. Je pense qu'il n'y a pas de frein avant au moins 127%, voire probablement un 161%. Là, en tout cas, je pense qu'il faut rester acheteur du marché de taux. On devrait rester au-dessus du canal ou à proximité pour aller s'extraire, chercher les targets. Donc voilà, là, tous les pullbacks sont à prendre sur ce marché-là. Je pense que les taux sont à la hausse. C'est la contrepartie de la hausse des actions. Il faut comprendre, voilà, pour acheter des actions, c'est ce que je vous expliquais hier dans le Discord. Qu'est-ce que c'est qui fait que ce mécanisme, donc dollar, action et taux, c'est un triptyque très intriguant. C'est-à-dire que pour faire monter le prix des actions, il n'y a que deux façons. Soit vous faites baisser le prix de la devise, et comme toutes ces actions américaines sont inscrites en dollars, si vous faites baisser le dollar, eh ben, mécaniquement, les actions valent plus cher. On fait monter le prix des actions. Donc pour faire monter le prix des actifs, il y a cette première solution-là, faire baisser la devise. Bon, les Américains ont suffisamment fait les cons pendant toute l'année dernière à nous faire baisser le dollar. Je pense que cette mécanique-là, c'est terminé. Ils n'ont plus de levier possible là-dessus. Ils ont suffisamment fait les cons. Maintenant, il y a les autres banques centrales qui commencent à taper du poing sur la table. Donc, il n'y a plus de marge de manœuvre sur le dollar. Donc, il n'y a plus qu'une autre marge de manœuvre, les taux. C'est-à-dire que pour acheter, eh bien, il va se passer quoi ? Celui qui va vous donner l'argent, celui qui va vous prêter l'argent pour acheter, il va vous demander un taux de rendement supérieur, puisqu'il y a plus de risques. Il y a plus de risques correctifs aujourd'hui. Il y a de la volatilité en plus dans le marché. Donc il est logique que les taux se tendent. Moi, si je devais vous prêter 100 balles aujourd'hui, je vous les prêterais avec beaucoup, beaucoup plus d'intérêt que je vous aurais prêté il y a 6-8 mois quand on était complètement haussier débile. Voilà. Donc, c'est normal que les taux montent. Donc voilà, et je vous ai toujours dit, les taux et la devise, ce sont des marchés extrêmement liquides. Et vous ne pouvez pas faire merder ces deux-là. Voilà. C'est-à-dire qu'on ne peut pas à la fois faire baisser le dollar et faire baisser les taux. Il y en a forcément un des deux qui ment. Donc, c'est pas compliqué. L'année dernière, il s'est passé quoi ? Vous aviez le dollar qui se dépréciait, par contre, vous aviez les taux qui montaient. Donc c'est toujours pareil. Il y en aura toujours un qui ne pourra pas mentir. Les Américains et les traders ne peuvent manipuler qu'un seul des deux. L'année dernière, ils se sont attaqués au dollar. Cette fois, ils font tout pour essayer de maintenir les taux bas, mais ça monte. Donc attention, faites gaffe. C'est pas un signal très confiant. Voilà. En termes de confiance, là, il faut quand même rester plutôt modéré sur l'ampleur de ce qui se passe, quoi. Voilà. C'est-à-dire que sur les taux, là,
ne maîtrisent pas vraiment ce qui se passe, quoi. La Fed fait tout pour que les taux restent bas. Par contre, attention, regardez, on est quand même suracheté sur le momentum ici. Donc effectivement, il va falloir penser à une petite prise de bénéfice dans pas longtemps. Je dirais effectivement le 127, là, sur les 2,85, me semble être un prix assez intéressant pour jouer à un premier encaissement. Moi, il y a eu le renfort là, exécuté par là ce matin. Je vais essayer donc de choper le gain de ce renfort sur les 2,85 et on verra ensuite le reste si ça peut tirer jusqu'à 2,86. Pour l'instant, il n'y a pas de raison de s'inquiéter, on attend 5 vagues de hausse, hein, d'accord? Donc, moi, le stop se trouve bien par là et le stop est normalement inatteignable. Pour l'instant, on est dans ce schéma-là. Voilà. Donc, d'une consolidation terminée, on doit retrouver des impulsions haussières en 5 vagues. Donc, première impulsion, correctif. Deuxième impulsion, on ne sait pas où elle se terminera. Pour l'instant, je pense qu'elle a encore du potentiel. Troisième vague de baisse et il y restera une cinquième vague de hausse. Et ensuite, on aura terminé ce premier cycle haussier qui sera donc une vague 1. Derrière, on aura probablement... Moi, je pense que notre vague 1, elle peut nous tirer là. Voilà. Vous voyez, en termes d'amplitude et de projection, je pense qu'on a fait une belle poussée. Maintenant, il nous reste moins de momentum et on devrait se retrouver là. L'objectif, c'est de basculer au-dessus de ça et de venir là. Voilà. Et on se fait un toc voilà, sur les taux. Ici, moi j'encaisse, vous voyez que ça nous amène sur le 161. Donc on peut très bien finir la vague 3 ici, faire une 4, puis une 5, et on termine là. Voilà. Et hop, vous voyez, ça nous amène bien sur ce schéma-là. Ok, une 3 bien longue, là, on termine là, hop, hop, et ici, fini sur les taux. Donc l'objectif, c'est en tout cas de dépasser ça, et d'arriver à venir chercher le haut de ce canal baissier. Voilà, alors canal baissier qu'il faut d'ailleurs que je rectifie, voilà, et voilà. Donc le but, c'est de venir chercher ici. Voilà. Donc une fois qu'on arrive là, on encaisse les gains, on laisse retomber un peu les prix, on renforce et on joue la cassure haussière. D'accord ? Vague 1, c'est vague de spéculateurs, c'est-à-dire seulement ceux qui anticipent peuvent se la prendre, celle-là. Ensuite, on laisse consolider, on laisse rentrer les suiveurs de tendance. Et une fois que les suiveurs de tendance arrivent, nous, évidemment, on se sert de leur levier pour pousser et renforcer gratos. Et évidemment, derrière, on joue la sortie haussière des taux. Et on vise 3... Allez, voilà. Moi, je vise une vague 5, donc je vais vous donner mon schéma. Voilà. Ok, même chose. Donc là, on est dans un cadre de marché vague 1, 2, 3. La 3 est bien étendue, donc il n'y a pas besoin de se prendre trop la tronche. Hop. Donc on a une vague 3 bien propre. On a trouvé notre 4. On va chercher une 5. Ok, tout ce qu'il y a de plus simple. Notre 2, elle s'est quand même terminée là. Voilà. Donc, on a fait notre conso comme ça. La vague 2, A, B, C, avec un triangle pour terminer le C. Et hop. Là, on repart à la hausse. On se réoriente bien. La vague est étendue parce qu'on a fait un canal, parce qu'on a débordé le canal. D'accord ? Donc, on a bien une vague 3 étendue. La 5 ne le sera pas. Donc, généralement, la 5, elle ne sort pas du canal maximal. Ok ? La 5, elle restera normalement dans ce schéma-là. Donc, on attend déjà d'avoir la confirmation de notre fin de 4. Moi, je pense que c'est bon, mais ce n'est pas encore gagné. Une fois que c'est fait, voilà, ici, on gère son risque, on renforce, on joue la cassure haussière, on prend les profits, terminé sur les taux. Je pense qu'on ne visera pas plus que ça. Voilà. Les objectifs sont toujours les mêmes, hein, c'est-à-dire qu'on prend ça, ça, au creux de la 4, et on a nos extensions à viser. Voilà, on vise une vague 5 non étendue, donc 100, 127, c'est-à-dire une vague d'amplitude de la une. On cherche à copier un peu ce price action ici. Donc l'objectif pour moi, c'est bien d'aller atteindre cette zone de prix ici, vers les 3,10, 3,15 pour les taux, et on s'arrête là. Pour ma part, ça suffira en termes d'amplitude. Donc voilà, je dirais un truc maxi comme ça sur les taux, et on s'arrête là. Derrière, la réappréciation des taux à 10 ans sera en tout cas pricée, en tout cas on l'aura mise à profit, et point barre. Voilà. Je regarde ce que j'ai d'autre à me mettre sous la dent aujourd'hui. Le gaz naturel. Ok, intéressant. Toujours du bruit, mais on est en structure consolidante. Ça pourrait prendre la forme d'un triangle. On va regarder ça sur l'UT inférieur. Ok. Ouais, ça semble prendre la forme d'une consolidation en triangle. Donc on va surveiller ça. Mais pour l'instant, ça semble consolider en triangle. Donc c'est une consolidation bien haussière, hein, le triangle. Parmi les structures de prix, on est bien sur quelque chose d'assez intéressant. Vague A assez impulsive, B, C, D, E, et on repart à la hausse.
Donc c'est ça qui nous intéresserait théoriquement. On voit bien 2 vagues de baisse pour trouver le point C. Là, 2 vagues de hausse complexes, mais on a le droit d'avoir une sous-vague complexe. Donc voilà, je dirais impulsion baissière. On y a droit d'avoir une impulsion baissière. Une vague de conso complexe. Maintenant, on doit avoir que des sous-vagues en 2 vagues. Hein. Voilà. Donc théoriquement, c'est un truc à peu près comme ça qui nous attend. Ça dégage. Je pense qu'on n'aura pas de conso plus profonde que ça. En tout cas, pas pour l'instant. Parce que vous voyez, hop, on tente la cassure et ça remonte. Donc là, on ne s'installe pas sous le canal. Donc c'est bien qu'il y a du soutien acheteur. Et je pense qu'on a un marché qui nous fait un triangle. Donc voilà, on va le marquer en tant que triangle. Voilà. Donc je pense qu'on poursuit la conso sur le gaz. On digère ce truc avant de repartir sur un beau directionnel haussier. Ce qui nous intéresse, c'est donc de choper le point E et pas avant. Donc je dis patience et on attend que ça vienne chercher cette structure terminée. Hop, évidemment, voilà. Voilà, donc dans l'idée, vraiment, c'est ça. On consolide bien et ensuite on se recolle un bon gros directionnel à la hausse, bien gentiment. Ici, on recolle du levier sur le gaz. L'expiration, elle est le 26, donc on a largement le temps. Il n'y a pas de raison de stresser. Donc je dirais encore 1, 2, 3 jours de conso sur le gaz, 1, 2 jours, et ensuite on repart à la hausse en directionnel haussier pour une vague 3. D'accord? Parce que là, il s'agit bien d'une vague 3. On est bien vague 1, 2, 3, qui sera donc la vague dans la vague étendue. Ici, rappelez-vous, leading diagonal, vague 2 profonde, donc celle-là sera notre vague étendue. On vient de faire une 1, on cherche un support en 2. Une fois qu'on l'a trouvé, touche. Ok? Donc le gaz va rester à l'achat, hein. Moi, il n'y a pas de souci, je reste clairement à l'achat du gaz. Il y a no stress là-dessus. On ne renforce pas comme des cochons n'importe comment non plus. Mais je pense qu'il faut terminer ce point E pour être tranquille en ce qui concerne la structure de consolidation. Voilà. Mais le gaz, ça reste acheteur. Il n'y a pas de stress à ce niveau-là. Le gold, par contre, évidemment, forcément, comme les actions se détendent, le gold se retend. Donc je pense qu'on a une poursuite de la consolidation sur le gold. Voilà le schéma que j'ai en place. Je pense qu'on fait une consolidation étendue, c'est-à-dire que cette vague de conso n'a apparemment pas suffi, puisqu'on ne fait que 2 vagues de hausse et on recasse un support. Normalement, on n'aurait pas dû casser ce support. Le fait de le casser montre que le marché n'est pas prêt à partir à la hausse. Donc pour moi, ce schéma est assez classique. C'est donc bien évidemment voilà, un schéma W, X, Y. Donc une consolidation plus longue, plus profonde à venir sur le gold. Première impulsion baissière terminée. On attend une stabilisation ou en tout cas un point B. Puis une extension en vague C pour donc 2 vagues de baisse. La première est terminée, donc là on laisse faire le merdier. On attend une deuxième impulsion baissière qui devrait normalement traverser le support qu'on a constitué ici. Quand on passe sous ce support, on sait qu'on aura probablement trouvé notre point C. Voilà. Et quand on a trouvé notre point C, moi je pense que c'est cette zone support à acheter. Donc toujours pareil, 1300, 1315, 1310. Ça me semble être des prix très attractifs. Pour des acheteurs d'or, je ne vois pas comment on pourrait maintenir les prix en dessous de ça. Donc moi je suis toujours prêt à acheter du gold. J'en ai en portefeuille. Je garde pendant la structure de consolidation, il n'y a pas de souci. Ce qui m'intéresse par contre, c'est d'essayer d'attraper des prix beaucoup plus attractifs. Pour me positionner et renforcer avec un peu plus de conviction. L'US Oil ne m'intéresse pas, l'eurodoll ça chute et c'est à mon plus grand plaisir. Je suis vendeur d'eurodoll et je ne l'ai pas caché. J'ai une forte conviction, on va chercher mon scénario en validation, c'est parfait. Donc on va casser le support, c'est tout bon. Donc l'eurodoll pour moi ici, donc le dollar doit décoller aujourd'hui je pense. Voilà, le DXY est en décollage en préparation d'une séance à Wall Street. Donc voilà, vous savez comment ça fait aujourd'hui. On paye la hausse en faisant monter... Dollar qui monte, ça annonce pas une grosse séance pour le S&P 500. En fait, vraiment attention. Aujourd'hui, ça annonce plutôt un risque, justement, sur le S&P 500. Les taux qui montent, le dollar qui monte, c'est pas bon pour les actions. Enfin, c'est bon pour l'économie, mais c'est pas bon pour les actions. Voilà. Donc, c'est synonyme d'un petit range, quoi. C'est-à-dire qu'effectivement, on va probablement essayer de stabiliser les prix aujourd'hui sur les actifs américains et on va aller chercher le rendement là où il est, sur le dollar et sur les taux. Donc aujourd'hui, c'est bien une journée achat de taux, achat de dollars qui, je pense, se met sous le coude. Je vais aller renforcer mon dollar. Donc, ouais, peut-être pas tout de suite, je vais attendre. Voilà, on arrive sur le niveau de validation, hein, qu'on le teste, c'est normal. Maintenant, on va voir. Moi, je veux vraiment qu'on s'installe sous le support. Hein. Il ne suffit pas de venir le tester et de faire les marioles dessus. Moi, je veux qu'on installe. Je ne vois pas de frein. Hein. Voilà, on a bien des Bollinger prêts à s'ouvrir. Donc, je dis, il faut y aller. Maintenant, pour renforcer, on ne renforce pas sur un premier test. Là, on teste aujourd'hui. Je pense que demain, on va essayer de glisser dessous. Ou cet après-midi. Mais en tout cas, il me faut une clôture sous le support
pour pouvoir considérer ce niveau comme étant bien débordé et valider donc le retournement baissier de l'euro-dollar. On cherche bien ce type de retournement, d'accord. Je vais essayer de réactiver, je vais réajuster l'oblique. Alors celle-là, on va la supprimer carrément. Voilà, on est bien en cassure de ce canal. Hop. Voilà. Donc ici, on a tenté de trouver un support, ça ne marche pas, on le défonce. Donc on est dans un marché qui cherche un support. Et je pense qu'on est en risque de break baissier. Donc ce cycle-là, on pourrait très bien le casser. Mais c'est ce que je veux voir. Voilà, je veux justement voir l'eurodoll. Tac, on décroche là-dessous et on installe la tendance baissière. Le but, c'est d'aller casser ce support-là. Voilà, hop, on vient casser ce support-là. On remonte un peu, on pousse et on vient chercher le bas du canal ici. Le bas du canal majeur, hein, voilà. Donc c'est à peu près ça, moi, que j'ai comme target sur l'eurodoll. Et ici, hop, on essaie de péter. Comme on est en vague 3, on doit normalement sortir de ce canal. Hein, voilà. Donc l'objectif, c'est vraiment vague 1, 2, et on doit avoir une 3 étendue. Donc moi, l'objectif Eurodoll, c'est un TP1 1,19, TP2 1,18. C'est un trade qui arrive là en validation aujourd'hui, avec un stop donc au-dessus du canal baissier. Si on devait en ressortir par le haut, c'est mort. Mais je pense que c'est plutôt baissier ce truc-là. L'euro-yen, mécaniquement, voilà, on est en rejet baissier aujourd'hui. Donc l'euro-yen, on va voir si le scénario acheteur se déclenche ou non. Pour l'instant, c'est pas gagné, hein, qu'on soit bien d'accord. On est toujours au sein d'un cycle vendeur. Et pour l'instant, ça tient. Donc on va voir. Si on installe au-dessus de ça, OK pour l'euro-yen. Mais ça colle pas, encore une fois, avec un euro-dollar. Hein. Voilà, l'euro-dollar, s'il commence à partir au sud, vous avez compris le principe. Voilà. Bon, moi, l'euro-yen, je ne sais pas. Je pense qu'on peut très bien avoir encore une phase de baisse là, ici. Et éventuellement, derrière, on décide. Voilà. Mais on vient chercher les niveaux de validation. Ce sont donc des prix intéressants pour accessoirement vendre de l'euro-yen. Voilà, moi, je ne peux pas vous dire théoriquement ce que c'est, là. On est dans une action de prix très bruyante. Je sais pas vraiment dire ce que c'est, ce truc-là. On est peut-être là dans un triangle, un triangle avant peut-être une C ici. C'est vraiment, c'est très piégeux en fait comme action de prix. Je dirais dans ce cas-là, ça fait A, B, C, D, E, et ici effectivement on essaie de jouer un truc. Je sais pas. Voilà. Moi, ça me perturbe comme action de prix. L'euro-yen, je sais qu'ici, moi, je suis plutôt vendeur, mais voilà, pas de signaux. Hein. Là, il me faut un signal. Si j'ai un signal vendeur, pourquoi pas. On va regarder sur l'UT inférieur. Ouais, sur l'UT inférieur, il n'y a rien pour l'instant. Hein. Voilà. Ça surachète. Ouais, si, il y a un signal vendeur. Il y a un rejet là en résistance ici. Hop. Donc on a une petite résistance sur l'euro-yen qui pourrait permettre éventuellement de gérer le risque. Je trouve ça quand même très agressif pour l'instant. À voir ce qu'il en est. Voilà. Si l'euro-yen aujourd'hui, on bascule sous le dernier support là, qui n'est pas un support, c'est juste un petit cycle acheteur. À voir, voilà, à voir si on reprend un directionnel baissier. On en discutera cet après-midi dans le Discord, mais je pense que ça peut être intéressant de reprendre peut-être un peu d'euro-yen. Bon, là, UDNZD, no comment, hein, voilà. Là, ça, c'est mal barré. Donc, on vient faire une vague 5. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Donc, on vient chercher ça en objectif. Les 61, 78, probablement un nouveau contact sur l'oblique. C'est un marché complètement perdu. Mais alors, l'euro-yen, je commence sérieusement à me poser... Enfin, la UDNZD, je commence sérieusement à me poser des questions sur cet actif-là. Hein. Ça ne veut vraiment pas. Et ça commence à me poser de gros problèmes de fond en fait sur ce truc là. Je commence sérieusement à me demander en fait si le NZD n'est pas haussier en fait, et même plus haussier que la UD, et dans ce cas là on serait dans une tendance baissière sur la UD-NZD et on serait mort là, on serait contre une tendance baissière, et là ce serait vraiment mauvais signe. En fait je vous explique le problème. Moi si je viens en weekly ici, on ne doit pas toucher ce truc là, parce que on a déjà fait 3 contacts dessus, on ne fait pas 4 contacts sur une oblique. Une oblique, c'est 3 contacts et ça casse des résistances. Si ça casse pas de résistance, qu'on revient une 4e fois dessus, c'est mort. Donc, on doit réagir avant. Il est hors de question que ça... Je veux une réaction brutale. Là, il faut que ça parte d'un coup, là, boum, et qu'on foute tout le monde dans les choux. C'est vraiment, je veux du V-bottom. On a retracé aussi loin, il faut un V-bottom. Là, on ne peut pas faire ça. Voilà. Je ne veux pas une tergiversation de 3 mois sur un support. Je veux ça. Voilà. Tac, 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 et on met tout le monde d'accord, et c'est terminé.
encore plus rapide que ça. Voilà, aucune tergiversation. Je veux qu'on remonte là d'un coup sur l'euro-yen, sur la UDNZD, et il faut qu'on se redirige vers le haut du canal. Ce n'est que ici qu'on trouvera un sentiment haussier. Il va de soi qu'ici, c'est que des prises de profit. Hein. Moi, si la UDNZD repart dans le sens, je vous ai toujours dit, c'est en direction 1,25, enfin 1,22, 1,25. Donc il n'y a pas de... C'est très hésitant, très dangereux. Le risque, c'est qu'effectivement, il y ait tendance baissière. Alors dans ce cas-là, c'est lâcher les stops parce que sinon, ça va partir sous la parité, ce truc-là, et ça va faire très très mal. Hein. Voilà. Dans ce cas-là, on aura un directionnel extrêmement baissier, mais vraiment extrêmement baissier. C'est-à-dire que là, en fait, on aura latéralisé 6 mois pour vous recoller une grosse baisse derrière. Là, le diamant, s'il n'est pas validé, derrière, c'est 0,8. Voilà. C'est-à-dire que la décorrélation va se poursuivre sur la UDNZD, ce qui n'est pas dans le cycle. On voit bien que c'est un actif qui est plutôt cyclique. Donc moi, il me semblerait quand même qu'on a une forte chance de recorréler les deux économies. Maintenant, si elles continuent de se décorréler, ça veut dire, théoriquement, on spécule sur une vraie décorrélation à UDNZD. Et on verra. Voilà, moi, je ne pense pas. Mais à surveiller, il y a un risque de tendance baissière sur la UDNZD. Et le fait que je vois un actif qui fait que baisser, ça commence sérieusement à m'inquiéter. Voilà, ça commence à m'inquiéter. En tout cas, je surveille la chose, mais voilà. Il y a un gros risque sur la UDNZD. Après, la vague 5, on l'a fait, elle est normale. Hein. Voilà, j'avais un risque, je l'avais vu ce risque, et je me suis dit, si on ne passe pas et qu'on se met à péter des supports, c'est qu'on viendra chercher une petite extension baissière. Donc moi, ça va, c'est complètement dans le cadre de mon money management. Hein. Mais je ne me laisserai pas glisser beaucoup plus bas que ça. Voilà. Si ici, on commence à accélérer à la baisse, là, ce n'est pas normal. Voilà. Je veux vraiment aujourd'hui que ça... En tout cas, je ne veux pas une clôture hebdo comme ça. Voilà. C'est ça. Il faut absolument qu'on vienne clôturer en hebdo à l'intérieur de la mèche de la semaine précédente. Sinon, c'est que vraiment, là, on s'installe hors du canal. Et là, c'est mort. Hein. Voilà. Une clôture hebdo comme ça, un vendredi, terminé sur la UDNZD. On laisse tomber. C'est tendance baissière. Et on ira casser tous les supports. C'est-à-dire qu'on viendra là, on aura probablement un petit rebounet. Et puis derrière, c'est cassé. Mais ça veut dire que je ne sortirai pas. Hein. Voilà. Mais le risque, c'est qu'on aille casser ce support derrière. Et ça, ce serait très, 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 très dangereux pour la UDNZD. Parce que regardez quand même, hein, là, on applique bêtement la stratégie encore. Regardez où il est le cycle haussier. Il est là, et on est en train de le transpercer. Alors on le travaille, ça c'est pas grave, on peut travailler le cycle, mais si on commence à casser des supports à travers un cycle acheteur, c'est qu'il n'y a pas d'acheteur en fait. C'est aussi simple que ça en fait. La mécanique, elle est vraiment toute bête. La mécanique, là, c'est si on ne trouve pas des acheteurs rapidement, c'est qu'il n'y a pas d'acheteur. Et dans ce cas-là, s'il n'y a pas d'acheteur, c'est que le marché va breaker au sud. Et il va enquiller les supports. Quoi. Et le prochain support étant là, si ça, c'est un break baissier, bon, derrière, je vous dis, il n'y a pas de frein, on cassera ce support, celui-là. Et puis, comme il n'y a pas de soutien derrière, on a un marché qui va entrer en tendance baissière pour chercher un nouveau prix d'équilibre. Donc vraiment, il faut faire attention sur la UDNZD, il y a un risque. Par contre, évidemment, il y aura une rémunération conséquente. C'est-à-dire qu'effectivement, on prend un risque à acheter un marché qui baisse. Par contre, si ça se met à monter, je ne vous raconte pas les gains derrière. Hein, voilà. Donc la UDNZD, je pense qu'il faut un peu de patience, un peu de souplesse quand même. Mais ce qui se passe en ce moment est assez inquiétant par rapport au cadre de la stratégie. On est en train d'en sortir du cadre là. Donc il faut surveiller une invalidation potentielle de la UDNZD. C'est obligatoire. Mais de toute façon, je vous dis, le risque va avec le rendement potentiel derrière. Voilà. Normalement, on n'est pas supposé sortir de ce canal. Là, on a essayé ici, ça a échoué. On réessaye aujourd'hui. Je veux des réintégrations derrière. Hein. Voilà. Il faut qu'on réintègre, qu'on sorte de tout ça par le haut. Et là, on retrouvera un AUDNZD très, très haussier. Là, évidemment, je commencerai à passer sur des gros renforts. Mais pour l'instant, on reste tranquille. Voilà. Tesla. Voilà, donc Tesla, moi je les cartouche aujourd'hui, hein. Ça faisait partie du plan. Donc moi Tesla à la vente aujourd'hui sur cette résistance, j'ai deux prix à exécuter à la vente aujourd'hui sur Tesla. Un premier ici, vous voyez, on voit bien que ce petit cluster de volume là, hop, on va probablement aller le chercher aujourd'hui et je veux que ça short. Pardon, hop. Un deuxième niveau, putain mais... Deuxième niveau ici, stop loss là. Voilà. Si on se remet à franchir les résistances, c'est qu'on n'a plus un marché qui consolide. Mais je vois un marché qui vient chercher sa vague 4. On a deux résistances à traiter ici. Donc moi, à l'intérieur de ce truc-là, c'est short sur Nvidia, point barre. Je me fiche qu'on ait fait 7% à la hausse hier. Hein. Moi, je reste bien dans un cycle vendeur. Il nous reste une cinquième vague à faire. Donc voilà ce que je vais essayer de tirer. Je vais essayer de tirer la target 2, donc 236. De toute façon, moi, Tesla, ça a été une action bien gérée. Je vous rappelle, ça a été vente. Gros TP, il me reste 20% de vente de Tesla. Je remets ici un gros levier, je remets un levier vendeur ici.
pour jouer la dernière vague, et après j'arrête de traiter Tesla. Mais il me semble qu'il reste une vague baissière. On voit bien la conso en 2 vagues, 1, 2, et on s'arrête là. On met nos extensions. Hop, et hop, on est bien en train de chercher à 127. On peut avoir éventuellement une petite poussée dans la zone 161, mais on devrait normalement trouver un échec aujourd'hui ici sur Tesla. À surveiller donc à l'ouverture du S&P 500 pour moi cet après-midi. Les autres actions ne m'intéressent pas outre mesure. Nvidia, on tente, mais encore une fois, hein, vous voyez, ça donne pas du tout envie d'acheter. Hein. C'est un truc qui généralement, pouf, d'un coup ça décroche et ça lâche tout. Donc on va voir. Pour le moment, ça tient les supports, donc pas d'euphorie pour l'instant. On est obligé de patienter, mais on est en train d'essayer de breaker le cycle acheteur. Donc le but, c'est évidemment là, bam, de défoncer le cycle acheteur et de choper le mouvement baissier. Moi, je reste à la vente hein, sur Nvidia. Je suis stop break-even. De toute façon, j'ai des très bons prix sur Nvidia. Donc si je dois me faire invalider, tant pis pour moi. Je préfère rater un gain potentiel, mais je veux le jouer. Voilà. Je reste exposé vendeur sur Nvidia. Boeing, je suis toujours out et ça ne veut pas. Donc je pense que Boeing, par contre, là on est bien en réaction, un double bottom. Vous voyez, hop, ça tente le gap baissier, c'est racheté immédiatement sur le bottom. Voilà, pour moi, Boeing, ça sent pas, c'est pas mature à la vente pour l'instant. Ça se maintient bien. Vous voyez, on tente le break, hein, mais ça passe vraiment pas quoi. C'est-à-dire que là, à chaque fois, ça revient au-dessus, ça revient au-dessus. Les mecs ont du cash et ils payent. Voilà. Donc ça paye Boeing. Moi, je préfère rester pas contre un truc pareil. Donc je ne l'achète pas. Hein. Je ne suis pas du tout acheteur de Boeing. Mais je pense qu'il ne faut pas être vendeur. Voilà. Donc la validation ne se met pas en place. On n'y arrive pas. Vous voyez, à chaque fois qu'on passe dessous, les mecs nous rachètent. Ils ne veulent pas laisser tomber les prix. Si les mecs ne veulent pas laisser tomber les prix, ils jouent un jeu dangereux. Hein, parce qu'évidemment, pour ne pas laisser tomber les prix, il faut acheter. C'est-à-dire qu'il faut acheter tout le volume vendeur qui se présente. Ça demande des sous, beaucoup de sous, ça coûtera évidemment 3 fois plus cher si jamais ça vient à lâcher. Il faut que vous soyez conscient. C'est un gros risque que prennent les acheteurs ici, mais voilà, bon, ils préfèrent se dire qu'il vaut mieux acheter des grosses capitalisations. On est toujours dans le même schéma. Donc on ne change pas. Sur celle-là, en tout cas, je pense qu'il n'y a pas de vente à réaliser. Sur General Electric, par contre, hier, on a eu un joli rebond en fin de séance, très intéressant. Je renforce pas moi, hein. On est sur un actif qui est en consolidation, donc je ne prends pas de renfort spéculatif. Pourquoi il y a ça? Non, je ne vais pas stopper. Donc voilà, on est venu toucher le niveau de validation. Le stop avait donc été remonté sous le bottom par contre. On va le remettre, mais il est sous le bottom le stop. Voilà. Donc là on est en consolidation. Je pense qu'on tire une nouvelle vague haussière pour aller très probablement cette fois déborder le niveau et essayer d'aller chercher le canal. Donc l'objectif c'est d'aller chercher le canal ici, donc avec un TP1 par là vers cette zone de prix. Voilà. Donc une target 1 à exécuter par là, un peu de patience, mais ça aura pris un truc assez intéressant. Donc on cherche normalement, comme on l'a dit, une vague 3 ici, pour une première vague de conso, donc ça fait 1, 2, vague 3. Donc là on doit quand même casser des résistances, donc il faudrait qu'on passe au-dessus de ça, effectivement. On doit casser cette résistance, éventuellement jouer la fermeture de ce gap. Voilà, en tout cas moi je dirais target 1, target 2, et à partir de là, je m'arrête sur cette action. C'est-à-dire, enfin, j'encaisse ma première tranche de profit, et je viserai difficilement plus. Voilà. Je ne sais pas si on arrivera à casser celle-là de résistance, ça me paraît quand même un petit peu compliqué. Voilà, moi je dirais quand même fermeture du gap me semble être un bon objectif pour ce trade. Après je garderai un tout petit sol d'acheteur, mais vraiment tout petit. Mais là je pense qu'on se dirige vers nos targets sur General Electric. C'est tout pour aujourd'hui, bonne journée à toutes et à tous, encore désolé pour le retard, et à demain.